Bonjour à tous, bienvenue dans les Jeudis de l'Ergoccupation. Nous accueillons aujourd'hui Mélanie Richoz et Valérie Béguélin qui vont nous présenter leurs méthodes pour travailler les habilités sociales avec les enfants présentant une situation d'autisme. Mélanie et Valérie sont toutes les deux ergothérapeutes dans le cabinet Ergobule en Suisse. Elles sont également, entre autres, autrices de la méthode Le groupe et moi, éditée chez Uptility, que vous trouverez les références dans la vidéo. Alors, nous avons eu quelques petites problématiques d'enregistrement pour la vidéo ce soir. Pas d'inquiétude, ça reste, ceci dit, possible à visionner, mais je m'excuse pour la qualité qui n'est pas complètement au rendez-vous des images. C'est encore les débuts, donc il faut un petit peu de temps pour se roder. Je vous souhaite un excellent moment avec Valérie et Mélanie. Vous allez bien? Alors, on est super contente de faire ce webinaire. C'est la première fois pour nous. Et puis, on va faire quelque chose de non conventionnel. On va pas faire de présentation PowerPoint parce que, voilà, on va parler d'habileté sociale. Et puis, pour nous, c'est important de pouvoir échanger avec vous. C'est un véritable challenge de le faire comme ça par visioconférence. Donc voilà, si vous pouvez allumer vos caméras, qu'on puisse voir vos réactions, ça serait super parce que les habiletés sociales, c'est entre autres ça, c'est communiquer. Et puis communiquer entre autres par les expressions faciales, par le regard aussi. Et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, et puis à la fin, on va vraiment profiter d'un échange où on va être aiguillé aussi par vos questions pour illustrer notre méthode par l'intermédiaire de vos questions. Donc notre méthode, ça s'appelle le groupe et moi. C'est une méthode qui s'adresse aux enfants TSA entre 8 et 12 ans pour travailler les habiletés sociales. Voilà, en résumé, c'est ça. On va vous présenter les différentes étapes de travail avec les enfants. La première des étapes, c'est le bilan. Enfin, avant ça, il y a les parents qui me téléphonent pour me demander. Je vois qu'il y a des questions. Non, en fait, il y a des caméras qui ne marchent pas. Ah, ouais. Je te dis quand il y a des questions. On va parler en même temps. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui. En fait, au tout début, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on propose ce travail sur les habiletés sociales. C'est venu avec une demande toujours plus croissante de thérapie pour les enfants TSA. C'était pour des indications au début sur un travail sensorimoteur, sensoriel. Mais quand les enfants venaient ici, on avait plein d'anecdotes transmises par la famille, par l'école, que l'enfant était tout seul, que quand il jouait avec les autres, il n'arrivait pas à quitter le jeu, mais qu'il tapait son petit frère, qu'au lieu de faire des câlins, il mordait son frère ou sa sœur. Et puis du coup, au début, on n'avait pas du tout d'outils pour travailler ça, puis on n'avait pas du tout envie d'entendre ces anecdotes. Non, parce qu'on ne savait pas y répondre. On ne savait pas quoi en faire jusqu'à ce qu'on mette sur pied, enfin on expérimente des groupes, Valérie et moi, et que là on demande aux familles de nous donner de plus en plus de comment ça se passe dans la cour de récréation, comment ça se passe dans la chambre avec son frère et sa sœur. Et puis ça nous a beaucoup nourri, puis on s'est dit que ces habiletés sociales, en fait, c'était vraiment ce qui leur permettrait d'être en lien avec les autres, les enfants TSA, puis que c'était, même si c'est la dernière chose si c'est la chose la plus pointue dans le développement, Valérie, elle parle de la pyramide tu dis comment? Si on regarde la pyramide de Maslow, l'épanouissement de soi, en fait, il est construit, l'étape juste d'avant, c'est les relations avec les autres. Et du coup, c'est hyper important de travailler ça avec les personnes autistes. Ouais. Et du coup, nous, voilà, on s'est dit, mais on veut faire quelque chose de ces habiletés sociales. On veut les travailler, on veut approfondir là-dedans, parce que ça nous paraît, pour nous, les habiletés sociales, la manière d'être en lien avec le monde et que le monde soit en lien avec nous. C'est donner les outils à l'enfant de comprendre le monde, puis d'être compris par lui.
et ça passe beaucoup par la communication. Mais voilà, en fait, les habiletés sociales nous tiennent vraiment à cœur parce que la plupart des enfants qui viennent ici, les enfants TSA, pour la plupart, on croit en fait, ils ont envie de se faire des copains, mais ils ne savent pas comment. Et souvent, on croit qu'ils préfèrent être seuls, mais en fait, c'est qu'ils ne savent pas comment. Puis, nous, ça nous tient à cœur de les accompagner pour savoir comment faire, savoir comment communiquer, etc. Donc voilà, c'est des habiletés sociales qu'on peut appeler autrement en fonction avec quel enfant on travaille, mais voilà, ça me tient vraiment à cœur. Et puis moi, j'aurais une première question à vous poser. Est-ce que vous êtes tout ergo ou bien est-ce qu'il y a d'autres professions qui sont là ce soir? Voilà, je lance la question. Alors, en fait, pardon, Aurélie, attends. on t'entend pas. Du coup, je vais poser la question en sondage, d'accord? Ce qui va te permettre d'avoir des stats. Donc, pour tout le monde, vous pouvez répondre dans le chat. Donc, on a 95% d'ergo. Alors, et du coup, la personne qui n'est pas ergo, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es? Est-ce que Nous, on n'a pas répondu. C'est nous que les 15%, c'est Valérie et moi, je pense. Ouais, mais il y en a une qui a répondu non. Ok, ça va. Alors, hop. On a une étudiante en ergo, donc du coup, Eva, elle s'est mise en non, je suis pas ergo, mais bon, elle est quand même étudiante en ergo, donc Oui. effectivement, il y a beaucoup d'ergo. Je pose cette question parce que pour nous, la méthode qu'on a développée, on la voit vraiment comme un outil ergo parce que on vous en parlera après, mais c'est quelque chose qui se justifie en tant qu'ergothérapeute et c'est important dans l'introduction. Alors, en tout premier, on a des demandes par téléphone, des parents qui nous demandent, qui ont entendu parler de notre travail et puis qui disent c'est difficile pour mon fils d'avoir des copains à l'école, voilà, c'est difficile à différents niveaux, de se défendre dans la cour de récréation, de demander de l'aide, de lire les émotions, etc. On propose aux parents un bilan avec l'enfant. On voit l'enfant sur 2 séances, puis après on fait un retour un retour aux parents de ce qu'on a observé. Donc, les outils qu'on a développés, c'est ça qu'on va vous montrer maintenant. C'est le bilan qu'on fait avec les enfants. C'est un bilan avec plein d'habiletés sociales, je montre juste comme ça, plein d'habiletés sociales qu'on a répertoriées avec les enfants et avec les familles. On en a fait un bilan sous forme de pictogramme pour les enfants, puis un bilan sous forme de grille pour les parents, et une autre grille pour les enseignants. Ça a été construit avec eux, puis tous ces items pour nous, mais ça n'engage que nous, parce que tout ce qu'on a fait, c'était en fonction d'une collaboration avec les familles, de ce qu'on a lu, mais il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement. C'est des libertés qu'on a prises avec notre sensibilité et notre formation d'ergo. Et du coup, voilà, il y a tous ces... On va vous montrer. Alors, en fait, c'est hyper simple, le bilan. Donc, ça, c'est facile, moyen, difficile. Et puis, on va montrer les cartes, on va même donner les cartes à l'enfant. Et puis, c'est l'enfant qui va trier dans le bac qui correspond. Ah, mais vous voyez pas. Par exemple, la première, c'est regarder dans les yeux. D'un côté, en fait, c'est écrit ce que c'est, et de l'autre côté, il y a l'image. Et on va montrer l'image à l'enfant et on va lire à quoi ça correspond. Et ensuite, l'enfant va prendre ça et puis va trier par rapport à la personne. Donc, pour moi, regarder dans les yeux, c'est facile. Je te propose qu'on en fasse quelques-uns et que tu répondes. On imagine que Valérie est en face de moi, mais elle peut aussi être à côté parce que des fois, pour les personnes autistes, c'est plus facile à côté. Dire oui. Alors, on ne voit pas tout. Il faut qu'on recule. Dire non. Dire bonjour, dire au revoir. Te présenter. Elles ont toutes été... les habiletés sociales ont été répertoriées du plus facile au plus simple, sachant qu'on est tous différents.
Mais on va faire un petit saut dans les items, aller un petit peu plus loin. Exprimer ton désaccord. Demander de l'aide. On va encore un petit peu plus loin. Jouer avec des copains à la jouer avec des copains à la récréation. Jouer avec tes frères et sœurs. Avoir des copains. Inviter un copain à la maison. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Te calmer. Et puis, peut-être le tout dernier que je trouve super intéressant, c'est assister à des activités sans ta famille. Par exemple, aller en course d'école à la montagne, dormir dans un camp sans tes parents. Pour toi, c'est facile, entre deux, ou bien c'est très difficile? C'est méga fast-cut. Ok. Alors, c'est pas très naturel parce que il y a la technologie qui embête, on n'est pas en face, c'est pas vraiment un échange, mais de manière caricaturale, c'est assez représentatif dans le sens où il y a 70 items, plus ou moins. On ne demande aucune argumentation, on laisse l'enfant libre. Et puis, on présente les items et puis on l'encourage à dire « Ah, pour toi, c'est facile, difficile ou moyen ?» C'est juste ça. Puis, une fois que l'enfant a tout classé là-dedans, on met toutes les petites cartes puis on compte combien il y a de choses qui sont faciles, combien il y a de choses qui sont difficiles, combien il y a de choses qui sont moyennes. Et avec lui, on lui demande 3 choses pour lesquelles il aimerait que ce soit plus facile. Et puis, c'est intéressant parce que c'est quand même long, c'est 70 items, mais c'est un moment qui est assez précieux et les enfants ont beaucoup de plaisir et prennent ça très au sérieux de nous transmettre leur manière de comprendre le monde et de nous transmettre ce qui est facile ou difficile parce que c'est quasi jamais arrivé qu'on leur a posé ces questions ou ils n'ont jamais pu vraiment les communiquer. Et c'est vraiment un moment qui est très partagé et la classification, moi, je dirais que pour 9 enfants sur 10, c'est très clair et très immédiat. Et c'est très peu souvent argumenté, mais parfois ça arrive et puis quand ça l'est, c'est souvent pour un sujet délicat. Genre avoir des copains, souvent si on a une remarque sur un item des habiletés sociales, ça va être là-dessus. C'est le même principe qu'OTIOP, ouais. Tout à fait, oui, c'est sur le même principe. Alors, ça existait avant, hein. Enfin, la méthode de Valérie et Mélanie existait avant, mais effectivement, c'est sur le même principe que OTIOP, mais vraiment ciblé sur les habilités sociales, chose que ne fait pas vraiment OTIOP. Vous connaissez un peu OTIOP? Pas du tout. C'est un bilan français qui a été développé par rapport à la MCRO et du coup plus pour utiliser en coop. Voilà, qui est un peu sur le même principe de ces cartes aussi. Mais du coup, sur des choses beaucoup plus de la vie de tous les jours, quoi. Les activités quotidiennes, les activités scolaires, les activités de loisirs. Bah avant celui-là, j'avais fait aussi un sur le modèle d'un, je sais plus comment ça s'appelait, c'était allemand. C'est aussi les a vécus. Et puis on faisait aussi, voilà. Et puis c'est assez beau de compter parce que souvent il y a quand même plus de choses faciles. Et puis ouais, je trouve que c'est un moment qui dit beaucoup de choses qui se passent dans le silence, mais il y a souvent la relation, je trouve qu'elle se construit assez vite grâce au bilan. Il y a des enfants en fait qui vont absolument pas nous dire, commenter les choses. Et puis il y en a d'autres qui vont nous raconter plein d'anecdotes. Ouais. Alors, donc ça, juste entre deux, excuse-moi, il y a une personne qui arrive, enfin du coup il n'y a pas de nom, mais il y a une personne qui arrive entre deux qui demande quel était l'outil présenté. Donc c'est les cartes qui sont dans le livre de Mélanie et Valérie, hein, le livre donc. Il s'achète en téléchargement maintenant sur Uptility et Upbility. À chaque fois, j'ai du mal avec ce mot. Upbility, c'est pas facile à dire quand même. Et donc voilà, donc c'est les cartes qui accompagnent la méthode et qui permettent de faire une évaluation au départ. Et à la fin.
Et à la Ça fin. nous arrive aussi de refaire le même bilan, puis comme ça, on peut voir les choses qui ont évolué. Puis ça, c'était ce qui était adressé aux enfants. Et on a un bilan qui est adressé aux adultes avec quasi les mêmes items, si ce n'est que la formulation est un peu différente. Ça s'adresse aux parents. Donc, il y en a un pour les parents, que vous retrouvez aussi dans le livre. Hein. Et puis, il y en a un autre pour les enseignants. Et puis, celui des enseignants, on a travaillé avec, ça s'appelle le Sésame en Suisse. C'est le regroupement des enseignants spécialisés et puis qui nous ont aidés à conceptualiser ce bilan. Alors voilà, on bilante l'enfant. Après, on présente aux parents notre point de vue. Est-ce qu'il va pouvoir ou pas est-ce que c'est indiqué de faire ce travail-là? Il y a quelques conditions de participation. Donc, il y a tout le temps des exceptions, mais de manière caricaturale. Il faut que l'enfant soit diagnostiqué TSA, il faut qu'il ait entre 8 et 12 ans, il faut qu'il habite à moins d'une heure du cabinet, il faut qu'il ait des bonnes compétences langagières, parce que l'outil des ateliers, des groupes, ça va être le théâtre et la verbalisation est très importante. Il y a le fait que l'enfant ait envie de participer. Admettons que, on va prendre un exemple fictif, que Jules, c'est un super candidat, il a des bonnes compétences, ses parents auraient envie qu'il vienne, mais lui, il n'a pas du tout envie. Nous, on aurait un groupe pour lui, ça irait trop bien, on sait qu'on arriverait à l'intégrer. Voilà, si lui, il n'a pas envie, on n'entre pas en matière. On prend toujours le parti de l'enfant, la défense de l'enfant. Après, ça arrive quand le bilan et le moment où on commence les groupes, on donne un temps de réflexion aux parents et à l'enfant pour discuter, mais une des conditions principales, c'est que l'enfant ait envie. On ne peut pas travailler la sociabilisation avec un enfant si lui n'a pas envie d'être en lien avec les autres. Ça desservirait le groupe, puis ça va le desservir lui, parce que ce que l'on veut, nous, notre idéal d'ergo, c'est qu'il vive une fois le groupe de manière positive, que ça soit une réussite. Du coup, on va lui expliquer s'il vient, en quoi ça consiste. Et donc, ce qu'on va lui expliquer, c'est qu'on travaille par module de 9 séances et que sur ces 9 séances, il y a 4 séances de groupe, 4 séances individuelles et une dernière séance avec les parents. Et que s'il s'engage, c'est ça, et que la dernière séance avec les parents, on va faire le point et puis on va lui redemander son point de vue et on va lui dire on sera de ton côté. Et il pourra choisir s'il veut continuer, s'il veut faire une pause ou s'il veut arrêter. Pour autant que nous, on soit d'accord et que les parents soient d'accord qu'ils puissent continuer. Et puis, évidemment, c'est un peu de l'homéopathie parce que ces 9 séances s'étalent sur environ 5 mois, parce que le groupe a lieu une fois par mois et puis l'individuel a lieu une fois par mois. En fait, c'est tous les 2 semaines, il y a une séance, si vous voulez. On alterne groupe et individuel. Et du coup, j'ai perdu le fil. L'enfant s'engage à ces 9 séances. Ouais. Et puis, ensuite, on met l'enfant sur une liste d'attente et on essaye de constituer des groupes. Ça, c'est un véritable défi, hein, parce qu'on aimerait que ça soit suffisamment homogène pour que les enfants aient des choses à partager, mais aussi on doit faire attention à ce que le groupe, par exemple, s'il y a des enfants qui ont des composantes hyperactives, il faut pas qu'on mette que des enfants qui bougent tout le temps. On met pas 2 TADA dans un même groupe. On met pas 2 enfants TSA avec un profil dépressif dans le même groupe. Les enfants TSA dépressifs ont tendance à s'imiter. On essaie de faire quelque chose où ils peuvent s'enrichir de leurs forces et de leurs différences. Et puis ce qu'on veut à moyen terme, ce qu'on veut, c'est c'est beaucoup, hein, c'est exigeant, c'est qu'ils vivent de manière positive l'expérience du groupe, mais c'est aussi qu'ils reviennent de module en module, mais qu'ils aient le choix de revenir, puis qu'ils aient envie de revenir parce qu'ils ont construit quelque chose avec les autres enfants.
Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient du plaisir à être en lien. Ça paraît banal, mais c'est tout l'enjeu du travail. Et on préfère qu'un enfant dise non pendant une année, puis qu'il vienne parce qu'il a ressenti le besoin. C'est pour ça qu'on prend des enfants dès 8 ans. Là, on se réfère à Atwood, qui dit que pour qu'un enfant autiste sente le besoin d'être aidé ou d'être accompagné dans les habiletés sociales, il faut qu'il se sente en décalage. Et souvent, ils sentent ce décalage quand ils sont à l'école, ou peut-être qu'ils sont moins entendus ou compris qu'à la maison, que par leur maman, qui les a vus grandir depuis tout petit, qui s'est adapté, qui sait ce que veut dire leur langage, etc. Et du coup, il faut que l'enfant en sente le besoin. Donc nous, c'est vraiment notre partenaire, l'enfant, enfin, comme toutes les ergots et souvent tous les soignants, hein, mais c'est vrai que c'est très contraignant au niveau organisationnel, parce que comme c'est des modules de 9 sciences, ça veut dire que si sur un groupe, souvent les groupes sont composés entre 4 et 5 enfants plus 2 adultes, si on a 2 enfants qui arrêtent, ben le groupe il tombe à l'eau en fait. Donc au niveau organisationnel, c'est vraiment... C'est vraiment contraignant, c'est difficile à organiser, ça veut dire qu'on accepte d'avoir moins de patience, ça veut dire qu'on accepte, voilà. Mais au niveau de humain, c'est super enrichissant. Et puis comme aussi c'est des modules fermés, ça veut dire que durant ces 5 mois où il y a les 9 sciences de modules fermés, ça va être toujours les mêmes enfants dans le groupe, puis il peut se créer quelque chose entre eux, ils vont vivre les mêmes expériences, on va travailler les mêmes thématiques, ils vont se réjouir de voir Antoine qui va venir chaque fois, il va se créer quelque chose entre les enfants. Voilà. Donc, par rapport à ces... J'ai une idée par rapport au module fermé. Une des choses qui est aussi hyper importante, c'est de donner l'occasion à l'enfant de finir une expérience de manière positive. Souvent, les enfants TSA qui fassent du judo ou du uni-hockey, ou voilà, souvent, pas tout le temps, mais le groupe est un échec, puis ils finissent par partir parce que ça n'a pas réussi. Soit ils vivent mal le groupe, soit ils sont invités à partir. Le fait d'être dans un groupe et d'avoir le choix d'arrêter, même si ça se passe bien, et de pouvoir compter sur ses doigts combien de fois il va devoir encore venir, ça leur permet parfois de vivre complètement le groupe. Au début, on ne faisait pas des modules fermés et on ne comptait pas ces nombres de séances. Et puis, on a introduit ça parce que y a un enfant où ça se passait pas super bien. Et puis, on lui a dit, ah bah écoute, tu viens encore tant de fois, puis après, tu auras le choix d'arrêter. Et en fait, en lui disant ça, il a pu s'impliquer vraiment à fond. Il a arrêté à la fin. Une chose qu'on n'a pas dit, c'est que la méthode qu'on a créée, c'est complètement du essai-erreur. C'est de l'exploration, c'est un peu rentrer dans la bulle autistique de nos patients. Et d'essayer d'en faire quelque chose, d'accepter d'être dérouté, d'être bouleversé, de faire faux, de se tromper, d'être supervisé. On marche vraiment à ça pour les rejoindre dans ce qu'ils sont. Donc après, si l'enfant, on va dire que l'enfant, Jules, il a envie de venir, on a un groupe pour lui. La première séance du module, c'est une séance individuelle, on va le préparer en groupe, on va lui préparer un petit classeur. Dans ce petit classeur, il va avoir les photos des participants, il va avoir les dates auxquelles il vient, il va avoir les règles d'atelier. Les règles d'atelier, c'est un truc hyper important. Souvent, ça va être respect de soi, respect des autres et respect du matériel. Et puis, respect de soi, ça va être ne pas se mordre, ne pas se taper, ne pas dire je suis nul. Respect des autres, la même chose. Et respect du matériel, on a une grande salle. Et dans cette salle, il y a une rampe INS. Et les enfants ne doivent pas monter sur la rampe. Et puis, pas s'accrocher au rideau et tout ça. Pas sortir sans autorisation. Dans les règles d'atelier, on leur donne aussi la possibilité de partir pendant 5 minutes, on appelle ça la démarcation. C'est-à-dire que chaque enfant, c'est un petit peu de qualité médiocre ça, mais chaque enfant c'est un petit bond qui donne le droit de sortir 5 minutes. Chaque enfant, durant chaque atelier, a le droit de sortir 5 minutes dans une pièce voisine pour se ressourcer, pour aller boire un verre d'eau, pour s'allonger, pour jouer.
Il n'est pas obligé d'expliquer pourquoi, mais l'idée, c'est qu'il soit à l'écoute de ses besoins. S'il y a trop de bruit, si l'exercice lui fait peur, si il a le droit de partir 5 minutes, et on va toujours le féliciter on va encourager les enfants à se démarquer pour dire bravo, t'as senti que c'était trop. Donc l'enfant, il sort tout seul et il revient tout seul. Et c'est un outil génial parce que c'est ce qu'on essaie de promouvoir pour la maison ou pour l'école. Genre, s'il y a une fête de famille, avant de faire une crise, essayer de sentir ce qui se passe en toi, puis tu peux aller 5 minutes dans ta chambre. Et du coup, durant les séances en individuel, on va reparler de ces moments qui ont été difficiles, pourquoi ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la pause, et du coup, travailler qu'est-ce qu'on peut faire pour se calmer, pour s'autoréguler, pour pouvoir revenir dans le groupe et participer à fond. Parce qu'une des règles, comme Valérie a dit, c'est de participer. Si l'enfant ne participe pas, c'est une raison de pas continuer le module après. De notre côté, on a un petit tableau. On n'a pas pris là, mais on a un petit tableau, on a les noms des enfants, puis chaque enfant a 3 coches. Et s'ils ne respectent pas les règles d'atelier, qui sont très larges, le respect, participer, on leur enlève les coches. Et s'ils perdent 3 coches, ils doivent aller dans la salle d'à côté. On leur dit très bien que ce n'est pas une punition, que c'est un moment pour se ressourcer, pour revenir jouer, pour que les autres puissent continuer à jouer. Et c'est exprès la même salle que la salle qu'ils vont utiliser pour la démarcation. Et puis on insiste vraiment, c'est pas une punition, pour se ressourcer. Ouais. Et voilà, participer, c'est vraiment que l'enfant ait envie d'être là, qu'il participe, c'est vraiment des conditions essentielles pour que ça marche. Et il y a une chose sur laquelle on insiste beaucoup, c'est le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. Et on leur explique que là, c'est des ateliers, puis c'est pas la vraie vie. Parce que on essaye des trucs. On est un peu comme des acteurs, et puis on essaye différents trucs qui pourraient peut-être éventuellement marcher dans la vraie vie. Du coup, les outils d'atelier, nos outils, c'est le théâtre. On se réfère beaucoup au théâtre d'improvisation et au théâtre forum. Une adaptation du théâtre forum aussi, là, c'est une adaptation personnelle, comme ça nous semblait juste pour ces enfants-là, avec ce temps-là. Chaque atelier a une thématique. La thématique, elle est rapportée par les familles en fonction de ce que l'enfant a vécu. Donc, les ateliers durent 1 heure. La première demi-heure, on va faire des exercices d'impro en lien avec cette thématique qui vont concerner la gestion de la distance, le regard, le toucher, le dosage des stimulations. Et en deuxième partie d'atelier, on va faire un petit scénario, une petite scénette inspirée de cette thématique, qui elle-même a été inspirée de ce que nous a transmis les parents. On va jouer une petite scénette, toutes les deux. On est toujours 2 thérapeutes, où on caricature la scénette, où on fait de cette scénette quelque chose qui soit assez loin de l'enfant pour qu'il ne se sente pas directement concerné, mais assez proche de lui, pour qu'il dise « Ah, moi, ça m'est aussi arrivé ». Et dans ces scénettes-là, il y aura toujours une des deux qui est lésée, une des deux pour qui ça finit mal. Et on va demander aux enfants d'analyser la scénette, d'analyser les émotions, d'identifier ce qui ne va pas et de proposer des solutions et de venir les jouer. C'est souvent un moment que les enfants ils aiment bien parce que c'est rigolo de voir 2 adultes avec une scénette qui se finit mal. Et puis, il y en a beaucoup qui attendent ce moment-là. Et puis on croit parfois que les enfants autistes, il y a dans ce qu'on avait lu, que pour les enfants autistes c'est difficile de faire semblant, de jouer, mais dans un cadre où c'est bien expliqué, que c'est du théâtre, qu'on fait semblant, que c'est pour expérimenter, pour voir ce qui marche pas, ils sont capables de jouer. Et ils sont même capables de se dépasser. On a fait des ateliers avec des enfants qui supportaient pas d'être proches, qu'on les touche, où tout d'un coup, dans le jeu symbolique, c'était complètement possible. Ou s'il y avait une coiffeuse, la personne pouvait toucher et être touchée. Donc là, on a notre Jules qui a fait un bilan, qui a fait une séance individuelle, qui a fait son premier groupe. Après, il y a une séance individuelle 2 semaines après le premier groupe. Et puis là, on va montrer des extraits vidéo ou pas, mais on filme tous les ateliers pour renforcer ce qui a été travaillé durant le groupe.
ou pour dédramatiser quelque chose, ou pour travailler une situation qui a porté sur le pas de porte tout l'individuel par les parents. Donc, en fait, on aime bien cette alternance groupe individuel parce que à la fois en groupe, on a du vrai matériel, il se passe plein de choses. Plus on avance dans les groupes, moins on a besoin de situations amenées par les parents parce qu'on commence à les connaître, on commence à voir comment ça se passe dans la salle d'attente, on commence à voir que tel et tel a de la peine à perdre, que tel et tel a de la peine à gérer la distance. Donc, vraiment, le groupe, on a du vrai matériel, il se passe quelque chose entre les enfants, on peut, c'est pas qu'on intervient tout de suite, mais on est des observatrices directes et comme tout est filmé, on peut nous se revoir, se repasser la vidéo pour regarder ce qui s'est vraiment passé alors qu'on avait le dos tourné, ou on peut même utiliser la vidéo pour montrer à l'enfant, regarde ce que tu as fait là, pourquoi ça a marché. Ah, tu as regardé dans les yeux, tu as posé des questions, tu as répondu aux questions. Oui, c'est ça quand on parle avec quelqu'un, c'est génial. Et l'outil vidéo, il est vraiment très précieux. Et voilà, puis du coup, on fait un individuel, un groupe en individuel jusqu'à la 9e séance pour la fin du module. Que renforcer leurs compétences, c'est un truc qu'on fait tout le temps. Pendant les ateliers, à la fin de l'atelier aussi, et pendant les individuels, où on va analyser avec eux et on va noter dans un petit tableau tous les trucs super qu'ils ont fait et puis les défis pour une autre fois. Et on va mettre beaucoup plus de choses sur les trucs super qu'ils ont fait parce que ils ont des compétences, il y a des trucs qui marchent et de focaliser sur les compétences, ça fait que les renforcer. Du coup, ils vont savoir ce qu'ils font déjà bien et ce qui est super de continuer. Moi, en proportion, je mets une chose à améliorer pour 9 choses super. Puis du coup, la chose à améliorer, c'est ce qui va être l'objectif ou le défi de la prochaine séance. On aime bien parler en termes de défis. Défis pour la prochaine séance. Comme ça, ils peuvent déjà s'exercer, ils peuvent se préparer à ce défi-là. Et parfois, on met aussi des défis au moment de la salle d'attente. Et puis, les enfants aiment bien aussi nous donner des défis à nous. Et parfois on réussit, parfois on réussit pas. Du coup, l'atelier, comme on vous a dit, c'est d'abord, l'enfant, les ateliers durent en fait pas 1 heure mais 1h05. On leur demande de venir 5 minutes avant pour qu'il y ait un moment informel dans la salle d'attente parce qu'il se passe plein de choses. C'est là où on va justement leur donner un défi en lien avec ce qu'ils vivent personnellement ou coupalement. On fait demi-heure des ateliers, des exercices d'impro, demi-heure ou 20 minutes plus ou moins le théâtre forum, et en fin d'atelier, on finit systématiquement par un retour positif. Valérie l'a dit, mais je trouve que c'est un moment intéressant, c'est un moment où on a dû se former pour ça quand même, se driller à ça, c'est qu'à chaque atelier, on finit par donner chacune un retour positif à chacun. Et c'est sans nuance. Ce qui se passe en groupe, c'est toujours positif. Toujours. S'il y a quelque chose à travailler, on va le travailler en individuel. Mais on va pas en parler, et surtout, on va pas en parler pendant le groupe. Ça n'existe pas. Ouais. Par contre, s'ils respectent pas, s'ils tapent un autre enfant, s'ils participent pas, il perd ses coches, puis il a 5 minutes pour aller se ressourcer. Et puis quand il va revenir, on va le féliciter. Puis à la fin, on va lui dire, ah bravo, t'as réussi à gérer, t'es revenu, c'était bien. Quand on a travaillé avec d'autres collaboratrices qui commencent à coacher des groupes, c'est très difficile de s'arrêter qu'au positif. C'est un peu un truc d'idéaliste. Mais le groupe, pour eux, c'est tellement confrontant. Le groupe, il peut faire du bien, mais il peut faire du mal. Et ça arrive aussi parfois. Des fois, c'est parfois plus difficile à comprendre du point de vue des familles. Des fois, ça arrive qu'on donne congé à l'enfant avant la fin d'un module ou qu'on n'invite pas l'enfant à poursuivre le module. Pourquoi ?
ça arrive quand l'enfant il est en souffrance. Valérie vous a dit, on a une rampe INS. Il y a un enfant dernièrement qui a passé 30 minutes sous la rampe INS pendant un groupe. C'est pas possible, en fait, il est en souffrance. On peut pas lui imposer de vivre quelque chose dans lequel il est en échec encore une fois. Du coup, on se doit de protéger les enfants, puis on se doit de protéger le groupe. Donc, le groupe, c'est super, mais parfois, ça peut faire du mal, puis on est là pour s'assurer que les enfants vivent ça de manière positive. Donc, attention au groupe. Nous-mêmes, on est parfois déroutés, hein. Ah oui, il y a plein de moments, oui. Ouais, Ça fait partie. Ça fait partie. Il y a des groupes qui pètent. C'est super enrichissant. Mais c'est difficile. On se fait superviser par période plus que par d'autres, mais on se fait superviser. On se donne l'autorisation de vivre nos émotions vraiment. Avant, Valérie vous a dit quand on est dans l'atelier, on joue pour de vrai, on est des vraies joueuses, on joue avec nos vrais sentiments. Mais quand on est dépassé puis qu'on ne sait pas quoi faire, on joue aussi avec le fait d'être dépassé. S'il y a un enfant qui perd un jeu et qui boude, et qui boude et il participe pas et on n'arrive pas à le réintégrer, ben on va tout arrêter. On va se mettre on a un tableau Velleda. On va inviter les enfants à venir, puis on va dire, mais on va demander ce qui se passe, puis on va leur demander s'ils ont des solutions à proposer à Jules qui est en train de bouder. Et c'est super intéressant parce que souvent, l'enfant, petit à petit, à mesure qu'on parle, il se rapproche de nous, celui qui boude, et puis il va choisir une solution d'un autre enfant. Alors que nous, souvent, on a des super solutions bien formulées, ça marche jamais. Par contre, quand c'est un père, on réussit petit à petit à réintégrer l'enfant, mais pas toujours. Mais ça nous a demandé un travail de supervision, d'accepter de dire, mais écoutez, bah là, on sait plus quoi faire pour faire juste, et puis, ouais. Au début, en fait, quand il y avait un clash, on prenait sur nous, puis on se disait, on doit gérer, on doit faire. Du coup, il y en a une qui continuait le groupe, l'autre qui essayait de gérer la situation. Et maintenant, c'est absolument plus ça. On s'asseye, on réfléchit ensemble. Ce qui nous paraît aussi important, donc vous avez compris que c'était très ritualisé, puis et très construit, très cadré, mais c'est parce que c'est très cadré et qu'on est très préparé pour tous les ateliers, parce qu'on est à chaque fois une thématique, qu'on peut lâcher tout puis être libre à l'intérieur. Si admettons qu'on fasse un atelier sur demander de l'aide, si dans la salle d'attente il y a quelque chose une autre thématique qui sort, Valérie et moi, on est suffisamment au courant des patients l'une de l'autre pour complètement changer et puis prendre ce qui vient et travailler ce qui vient. Donc, et ce que je voulais dire, ce qui nous paraît très important, c'est d'être deux, d'avoir un double regard. On n'a pas le même regard sur ses patients que sur les patients de l'autre. Et puis, on peut être plus compréhensible avec son patient ou plus agacé en fonction de ce qui a été vécu ou de ce qui a été travaillé. Et ce double regard est très enrichissant. Ça nous permet de parler, d'avoir du recul. Ça nous permet, moi, ça me permet de te parler de mes patients, toi de mes patients, d'offrir un autre regard. Être 2 thérapeutes pour 4 patients, c'est hyper bien. Ouais, entre 4 et 6, c'est vraiment bien. Ouais. Je commencerai pas un premier groupe avec 6 patients, parce qu'il faut... des fois, on est très surpris en individuel. Waouh, c'est le candidat où ça va marcher bien. Mais en fait, le groupe, c'est trop de bruit, trop de stress, trop de monde, trop de mouvement. C'est une grande salle avec la possibilité de beaucoup bouger, donc ça déstructure les enfants. Et puis, les enfants autistes sont très différents en individuel et en groupe. Et puis voilà, donc Jules, il nous a fait nos 9 séances. On arrive à la 9e séance de module. Là, on va rencontrer les parents. Avec les parents et Jules, on aura choisi au préalable avec Jules 2 ou 3 extraits vidéo de choses qui fonctionnent bien pour montrer ce qui a bien marché. Et puis à ce moment-là, Jules, il va choisir s'il veut continuer, arrêter ou faire une pause. C'est intéressant. Des fois, il y a des enfants qui font des pauses, puis qui reviennent.
Ça arrive souvent, même, De plus en plus. de plus en plus. Et puis, des fois, on se dit, ah mince, là, on est sur une... on est en train d'avancer, ça marche, il bouge et tout. Puis de laisser cette liberté, je trouve que c'est très honorable parce que c'est aussi leur faire confiance à ce dont ils ont besoin, au temps qu'ils ont, aux envies, parce que souvent ils ont des agendas pleins, avec plein d'autres thérapies. Donc voilà, une autre méthode, c'est de l'homéopathie. C'est pas scientifique, mais les enfants, ils trouvent du sens. Et souvent, à cette 9e séance de module, ce qui les motive à revenir, à continuer, c'est « je veux voir des copains ». Et parfois, souvent, mais je vais dire parfois, les seuls copains qu'ils ont, c'est les copains du groupe. Et avoir des copains, quand on est enfant, voilà, ça paraît anodin, mais c'est le Graal, quoi. C'est être avec les pairs. Puis savoir qu'il y a d'autres enfants qui ont aussi des difficultés ou des ressources, qui ont aussi un diagnostic. C'est porteur d'espoir quand même pour les enfants. Mais tellement. Par exemple, il y a un enfant qui a fait les groupes chez nous où ça n'a pas du tout été. Puis on a dû interrompre le groupe au milieu. Et en fait, je continue à le voir de différentes manières. Et hier, j'avais un Skype avec lui. Et puis, il n'a pas voulu venir parce qu'il jouait avec ses copains dehors. Et c'est la première fois qu'il a des copains et qu'il joue dehors. Du coup, la maman, elle était embarrassée. Elle me disait, mais il a des copains, c'est la première fois. Du coup, on a naturellement annulé ce Skype. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il ait des copains. Et voilà. Donc, on n'avait pas besoin de faire ça. L'outil principal, c'est vraiment donc l'outil des ateliers. Les individuels, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en tant qu'ergo, avec nos regards, notre analyse. Puis l'outil du groupe, c'est le théâtre, c'est oser, c'est expérimenter, c'est ne pas avoir peur de faire faux, jouer pour de vrai, encourager. C'est ça, c'est être en lien avec l'autre, c'est rire, c'est être vrai, c'est ça en fait, puis c'est ça qu'on aime. Et puis dans le livre là, vous retrouvez plein d'exercices d'atelier qu'on a décrits. En bas de la page, c'est marqué à quoi ça sert. Et puis aussi comment complexifier, comment simplifier l'exercice. Donc il y a ça, les exercices d'atelier, il y a les exercices pour les séances individuelles et le classeur de l'enfant. En fait, c'est un petit exercice qu'on va donner. Les enfants, ils ont entre 8 et 12 ans. C'est des exercices qu'on va donner à la fin de l'atelier, en lien avec le thème à travailler. Et puis, ils pourront répondre avec leurs parents. Et puis, on va en parler à la séance individuelle. Parce qu'en fait, quand il y a les groupes, en fait, admettons qu'il y a 4 enfants, il va y avoir 4 mamans, c'est une caricature, 4 enfants, 4 mamans, 2 thérapeutes, ça fait 10 dans une salle d'attente. C'est pas le moment important pour faire un retour sur comment s'est passé l'atelier, des détails. En fait, on donne ce petit exercice pour qu'ils soient au courant de la thématique et qu'ils en reparlent à la maison. Et puis, on parle très peu sur les pas de porte, vu que toutes les 9 séances, on voit les parents. Et puis, on fait pas de raccourci, c'était super. Oui, quand ils viennent, on dit, c'était super. La thématique du jour, c'était demander de l'aide, bonne soirée. Parce que souvent, les enfants, quand ils sont venus là, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Comme on vous a dit, il y a du bruit, il y a du mouvement, on se touche, on est des ergots, on utilise vraiment le corps, le changement de position et tout ça. Ils sont très fatigués. Et si on commence à parler devant d'autres parents, il y a du monde, ça résonne, on ne sait pas quand on part, c'est dommage, parce qu'on risque d'abîmer tout l'élan positif qu'on a vécu pendant l'atelier. Alors, je vous propose qu'on arrête là. On a fait un ensemble de cette méthode de formation qu'on donne. Mais en fait, vous retrouvez tout ce qu'on a dit dans le livre. Et puis, maintenant, on a un moment pour vos questions. Vous retrouvez tout ce qui est pratique dans le livre. Après, par rapport à tout ce qui est pratique, les fiches, la théorie, les exercices d'atelier, les complexifications, à quoi ça sert.
Par contre, il n'y a pas besoin d'être ergo pour faire des ateliers, il n'y a pas besoin d'avoir fait du théâtre pour faire des ateliers, mais pour coacher des groupes et proposer quelque chose de cohérent, c'est quand même bien de faire une formation pour expérimenter, sentir ce que ça fait d'être en groupe, sentir ce que ça fait d'être touché par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et l'expérimentation des ateliers, l'expérimentation pratique, elle est quand même, sans qu'il y ait besoin d'avoir des compétences particulières, pour moi, elle est nécessaire. Mais il y a différentes manières d'expérimenter ça. Du coup, il y a eu plusieurs questions, Aurélie. Ouais, voilà. Il y a plusieurs questions. Donc, du coup, la première, c'était les 2 professionnels encadrant sont-ils forcément 2 ergothérapeutes uniquement? Ou est-ce qu'on peut faire les groupes avec d'autres professionnels? Alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas du tout besoin d'être ergo. Comme il n'y a pas du tout besoin d'avoir fait du théâtre. Valérie a fait des ateliers avec une psychomote. Moi, une fois, Valérie était pas là, j'avais pris un copain improvisateur. Il y a des logos, là j'ai fait une supervision, c'est 2 logos, c'est super intéressant, elles m'ont montré des vidéos, du coup elles ont beaucoup moins de changements de position, c'est moins dynamique, mais elles travaillent la structuration de la phrase, le jeu, se positionner devant les autres, à partir des exercices qu'on a créés, mais qu'elles utilisent différemment. Je dirais que travailler avec un autre corps de métier, c'est hyper chouette. Hyper enrichissant. Mais du coup, si vous faites ça avec des enfants TSA, il faut que l'autre personne, elle comprenne le fonctionnement. Une petite anecdote. Une fois, on avait invité une de nos copines. C'est la seule fois qu'on a fait ça. Une de nos copines. Parce que les groupes, ils sont fermés. Même les parents ne peuvent pas venir voir. Ça fait partie de nos triggers de cadre. On protège le groupe. Il y a le moins de paramètres possible qui change pour que ce soit chaque fois le même groupe, mais qu'à l'intérieur, il se passe plein de trucs. Et donc, elle arrive, elle s'appelle Sophie, elle voit un garçon et lui dit « Salut, Sophie !» Et du coup, c'était la panique à bord. Puis il lui a dit « Mais je m'appelle pas Sophie, je m'appelle Jules. » Et voilà. Et du coup, il a fallu reprendre tout ça. Donc, oui, travailler avec d'autres professionnels, génial, mais qui connaissent le fonctionnement autistique, sinon il y a trop de choses. J'ai vu une question tout à l'heure en bas, c'était est-ce qu'on a élargi la tranche d'âge? Alors on a commencé avec du 8-12 ans, voilà, pour les critères que je venais de dire tout à l'heure, pour que l'enfant soit conscient qu'il ait envie de travailler sur ça à partir de 7-8 ans. On fait les groupes depuis 8 ans. Puis pour qu'on ait suffisamment d'enfants de profils plus ou moins pas homogènes, mais des enfants qui vont ensemble. Voilà, pour qu'on ait suffisamment d'enfants, parce que si on prend 2 de 6 ans, 2 de 13, ça va pas du tout. Mais par contre, on a élargi, on fait des groupes d'ados maintenant, c'est des groupes de vacances, parce qu'ils ont souvent un agenda assez chargé. Et puis, on a eu un groupe filles. Ça m'est arrivé de faire avec une psychologue. Ah, bah voilà, on a fait un groupe avec une psychologue, avec des dames Asperger. On pourrait même le faire avec des plus petits, mais j'appellerai pas ça un groupe d'habileté sociale. J'accéderai plus un groupe jeu orienté sur les jeux sensorimoteurs, sur le chacun son tour. Voilà, chacun son tour, c'est des habiletés sociales, mais oui, on est libre. On a aussi fait des groupes pour les enfants TADA. C'est plus difficile parce que les TADA, contrairement au TSA, c'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'à ce moment-là, ils sont pas disponibles. Ils sont peut-être submergés par l'émotion ou par autre chose. Mais si on les voit 1 heure plus tôt, ils arriveraient. Donc, c'est plus difficile de mettre du sens. Les enfants de TSA, si on les drill, si on leur apprend des protocoles, si on les répète, si on les entraîne, ils font des vrais apprentissages. On leur donne des modes d'emploi qu'ils peuvent réutiliser. Après, évidemment, généraliser dans d'autres contextes, pour certains, c'est difficile. Alors du coup, il y avait aussi, donc ça répond un peu à la question d'Edwige, je pense aussi sur quel âge des enfants. Et puis donc il y avait la question de Marion qui était répondue sur avez-vous élargi? Est-ce que les enfants ont un TDAH? Ok. Et puis du coup entre deux, il y avait combien de temps entre chaque séance de groupe?
Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas entendu au début. Alors, entre chaque séance de groupe, c'est à peu près un mois, mais entre chaque séance de groupe, il y a une séance en individuel. C'est un petit peu ce qui change en fait en tous les cas. Enfin, si je peux me permettre d'intervenir, moi c'est ce qui m'avait beaucoup plu au départ en fait parce que j'avais une vision un peu des habiletés sociales, tout ce qu'on voit habituellement, enfin dans les institutions et tout ça, un truc très orienté psy avec une préparation qui était faite sans l'enfant en fait finalement quoi. Tiens, aujourd'hui on va traiter de ça et puis on va faire ça. Ok, d'accord. Et du coup moi ce qui m'avait beaucoup plu déjà c'était cette idée de pouvoir travailler les habilités sociales sans être dans un groupe en fait. Et c'est vraiment ce qui m'avait intéressé aussi dans votre méthode, parce qu'en fait, dès qu'on parle d'habilité sociale, les gens imaginent toujours le groupe, et en fait, je trouve qu'il y a autant de richesse à travailler, enfin nous thérapeutes, en individuel avec un enfant, que de le faire en groupe, et je trouve que c'est d'une richesse incroyable, quoi. Et puis, Vas-y. Du coup, ça me fait penser. Je t'ai coupé? Non. Du coup, ça me fait penser au tout début. Ce que tu dis, ça m'a fait penser qu'au tout début, en fait, les 4 séances du module, on faisait le travail sur les émotions, sur la colère, la peur, la joie et puis la tristesse. Puis en fait, c'était avec du recul, on s'est dit que c'était pas du tout, c'était aberrant. Parce qu'admettons que Jules, il perde son petit chat avant de venir, puis qu'il vient en thérapie ici, puis on travaille la joie. En fait, travailler sur les émotions, c'est un événement qui nous amène à une émotion. On choisit pas l'émotion à travailler, on choisit pas pour les autres. Au début, on protocolait, puis il y avait tel exercice pour la joie, tel exercice, puis c'était très confortant en tant qu'encadrant. Parce que bon, c'est où on va et tout, mais c'est pas un chemin. On a souvent la question en formation comment on fait pour travailler les émotions, mais les émotions elles se vivent avant de se travailler. Si les enfants peuvent pas les vivre, pas les identifier, vivons des choses, jouons à un jeu, tu vas perdre, tu vas être énervé, ça c'est une émotion. Je vais te toucher, tu vas être dégoûté, ça c'est une émotion. Tout est émotion, mais il faut que ça soit vécu, il faut que ça soit l'enfant qui vit ça, c'est pas nous qui décidons aujourd'hui qu'on va travailler la colère, parce que c'était moi qui étais fâchée ce matin, non, ça va pas. Mais on travaille toujours par thème, même si c'est pas les émotions, comme ça. Par exemple, là, ces temps, on aime bien travailler savoir dire non. Parce que c'est hyper important de savoir dire non dans la vie. Et puis, je sais pas si tu veux raconter avec les dames Asperger. Ah ouais, c'était hyper... non, ça c'était oser partir. Savoir... Ouais. Ouais, oui, non, savoir... Ouais, c'est vrai. Savoir dire non, ouais, mais en fait, c'est filmé. Alors... T'es pas obligé de dire de non. Il y avait il y a des dames, même des dames Asperger qui, si un homme vient chez elle, une de ces dames-là, n'avait pas imaginé que l'homme qui venait lui rendre visite pouvait avoir une intention amoureuse. Du coup, elle n'a pas osé dire non, elle s'est mariée avec lui. Mais bon, c'est un très court résumé, mais ça peut nous emmener loin. Et vraiment, ça peut nous emmener loin. Là, il y avait une petite fille il y a longtemps qui venait, elle avait un amoureux dans la cour d'école, qui était beaucoup plus grand que lui. Il lui avait demandé de se mettre toute nue, elle s'est mise toute nue. Et puis on sait combien le nom est important, et en grandissant, que ce soit homme ou femme, tout le monde, c'est tellement inné chez la plupart des gens, quoique ça nous arrive tous à tous de devoir dire non, et c'est difficile. Et puis ces dames-là aussi, on travaille beaucoup grâce, comme outil, on a la démarcation, mais pas que, oser partir quand quelqu'un nous maltraite, quand quelqu'un ose partir. Si on est dans une discussion et puis que je suis pas cool, elle peut me dire, mais écoute, là c'est trop, je m'en vais. Pourquoi tu ris? Parce que quand tu dis oser partir, il y a un tas de gens qui coupent leur caméra. Là, avec ces dames Asperger, elles avaient
plusieurs d'entre elles avaient vécu un contact avec l'assurance invalidité difficile. Il doit y avoir une secrétaire qui disait ah, bah, moi aussi, travailler c'est difficile. Hein. Puis elles se sentaient maltraitées, mais elles n'avaient pas réussi à partir, pas réussi à réagir. Et en atelier, avec la psychologue, on avait rejoué la scénette. C'est moi qui les maltraitais, c'est cette dame de l'AI. Et elles avaient comme consigne de dire excusez-moi, c'est trop pour moi et de sortir de la salle. Mais c'était une consigne, c'était un jeu, c'était pour faire semblant. J'étais maltraitante, j'étais exécrable, j'exagérais. Aucune n'a osé partir. Et voilà, ces thématiques, il y a des thématiques, dire non, se défendre, demander de l'aide, c'est inévitable qu'on va les travailler. Demander de l'aide, c'est dire qu'on a fini son travail, demander de l'aide, quand je sais pas mon chemin, l'autre jour j'étais à Bienne, j'ai mon téléphone qui s'éteint, je dois me rendre dans une librairie, ben, j'ai dû demander de l'aide, on demande si on est malade, on va chez le médecin, on demande de l'aide. C'est pas... Puis surtout eux qui vont rencontrer plein de difficultés dans la vie. Ben ouais. Il y avait une question avant, c'est est-ce qu'on avait des retours des enseignants ou des familles? Oui, on en a, mais c'est très subjectif, puis ça fait partie d'un tout. Souvent, il y a une enseignante spécialisée qui est là, il y a une maman qui participe, un papa aussi. Il y a, ce qui me permet d'avoir beaucoup de plaisir, c'est cette communication sur ce qui se passe à la maison, puis des progrès. C'est des mini-progrès, c'est des progrès d'idéalistes qu'il faut encore travailler, répéter, mais il y en a, oui. Par contre, c'est pas un truc mesurable, c'est des choses symboliques. Inviter un copain à la maison, tu as une petite faisabilité de mesure quand même, puisque tu as une évaluation au départ et que du coup, après, tu peux redemander comment il se sent par rapport à ces évaluations de départ quand même. Oui. Mais c'est tellement large. Oui. Ça touche tellement de domaines, il y a tellement de facteurs que moi, j'ai peine à croire qu'il n'y a que ce qu'on fait, mais on y participe. Et puis, il y a des familles qui sont... souvent, ce qui marque beaucoup les enfants, c'est qu'ils rencontrent des enfants comme eux. Et puis que là, il y a quelque chose qui se passe parce qu'ils sont pas seuls au monde. Et puis pendant que les enfants viennent en thérapie, les mamans se voient, vont boire un café. Des fois, elles vont manger ensemble. Elles osent parler de choses dont elles osent parler à personne d'autre parce qu'elles se sentent comprises. Et si ça existe, pour moi, oui, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout bilan. Et puis il y a quelque chose, tu vas me dire si je me trompe, mais donc du coup il y a la possibilité, on est sur l'évaluation donc de l'enfant, de ce que lui semble important de travailler dans la mesure où c'est difficile à faire dans la vie de tous les jours, ce qui permet de réévaluer après. Maintenant je sais dire non par exemple, je dis facilement non quand je suis pas d'accord, mais que le fait de travailler les habiletés sociales peut faire ressurgir d'autres problématiques dans les habiletés sociales. Enfin, en fait, c'est un peu des fois, je vais pas dire que c'est sans fin, mais en fait, tu t'améliores sur un point, puis tu te rends compte que du coup, tu as d'autres besoins sur d'autres points. C'est un peu aussi... Là, ce matin, il y a notre collègue Louise qui parlait qu'elle a une petite qui était très à cheval très rigoureuse par rapport à son travail scolaire. Puis là, elle a eu les notes en fin d'année. Puis en fait, c'était pas des notes aussi bonnes qu'elle espérait. Puis du coup, ça l'a tétanisée. Et puis ils ont travaillé sur le fait que c'est pas si important ça que on a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir des mauvaises notes. Et du coup, maintenant, elle lit plus les consignes. De manière caricaturelle, c'est un petit peu ça. Oui, on est passé de trop de consignes à plus de consignes. Mais souvent, c'est ça. C'est souvent le dosage. Avec on passe d'une extrême à l'autre pour espérer le mieux. Mais leur donner envie de se faire des copains et d'être en groupe et d'avoir des idées d'activités de jeu, puis qu'à la récré, ils aillent vers les autres, puis ils disent et si on jouait à chat perché, n'empêche que ça va leur donner des expériences sociales supplémentaires, et c'est comme ça qu'on apprend.
Et du coup, il y a une autre question. Le diagnostic arrive parfois tardivement. Alors chez nous, je pense que c'est pareil chez vous, hein. Enfin, le chez nous veut dire en France, bien sûr. Mais je pense que c'est pareil chez vous. Et si un enfant présente des difficultés dans les habilités sociales, peut-on quand même proposer ce groupe? Euh, on a plusieurs groupes avec des enfants vraiment diagnostiqués autistes. Et puis, on a d'autres groupes où les enfants n'ont pas des diagnostics clairs. Mais on veut avoir dans un diagnostic d'autiste un enfant sans diagnostic qui a des traits autistiques. Avec l'expérience, on se donne la liberté d'essayer avec beaucoup de prudence. Mais c'est déjà arrivé que les enfants, ils sont tellement contents de rencontrer d'autres enfants autistes, parce qu'il y a des enfants qui développent vraiment une identité diagnostique et qui vont dire « Salut, je suis autiste, toi t'es aussi autiste alors ?» Et du coup, faut être prudent avec ça. Parce que si on annonce aux enfants, aux parents, ça sera un groupe d'autistes, il faut que ça soit clair. Puis des fois, le diagnostic, l'annonce du diagnostic, ça peut être une thématique d'atelier. Qu'est-ce que ça fait quand on m'a dit que j'étais autiste? Mais dans l'idéal, on veut un diagnostic, mais il peut y avoir des exceptions. Comme par exemple, on veut un bon niveau langagier. Une fois, on avait un enfant qui avait une forte dysphasie. Sur le papier, ça ne devait pas jouer du tout. Et dans le groupe, il a mis une énergie où il est devenu un petit peu la mascotte des autres parce qu'il riait tout le temps, il avait la banane, il avait une belle énergie. Puis du coup, il a vraiment pu prendre sa place. Puis les autres l'ont laissé. Ouais, il y a des exceptions qui méritent qu'on fasse la peine, et qui méritent qu'on... Ça vaut la peine qu'on leur donne la place. Ouais, qu'on leur donne de la place. Ouais. Mais il faut protéger le groupe. Le groupe, c'est un individu plus important que chaque individu. Parce que si le groupe ne fonctionne pas, tout le monde, on est à côté avec tout le monde. Il y avait une question par rapport aux parents. Ouais. Si on coach les parents pour travailler les habiletés sociales, oui, dans le sens où il y a cet exercice qu'ils vont faire avec leurs parents à la maison. Et puis aussi, dans les séances individuelles, on leur fait un petit retour. Mais là, on ne fait pas des ateliers d'habileté sociale parents-enfants. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais je connais une ergo qui fait ça. On a fait en automne une séance d'information sur les dangers du groupe, si on devait congédier un enfant, pour quelles raisons, qu'est-ce que c'est la démarcation, que ça peut être quelque chose qui peut être utilisé à la maison. On a fait une petite information à tous les parents, puis je pense qu'ils étaient aussi contents de se rencontrer. Mais c'était pas un coaching ou une formation, c'était une manière de faire un pont vers eux pour qu'ils osent aussi venir avec leurs questions. Et voilà. Il y a la question, est-ce qu'on peut utiliser notre méthode seulement pour les séances individuelles? Oui, mais c'est sacrément dommage. Oui. Parce que vraiment, la richesse de cette méthode, c'est cette alternance entre les deux. La vraie vie est le fait de relations différentes. On n'est pas toujours dans une relation à deux. Puis la relation à deux avec un enfant autiste, c'est plus ou moins, pas tout le temps, mais en tout cas, c'est plus facile qu'en groupe. Mais ça peut être une étape. Il y a des enfants où on les sent pas tout à fait prêts pour un groupe, puis du coup, on va les voir en individuel. Et puis, on va les préparer, on va faire des séances où on va reprendre des jeux qu'on pourrait faire en groupe pour qu'ils se sentent à l'aise, que quand ils commenceront le groupe, ils pourront déjà savoir un petit peu comment ça se passe. Puis un truc qui n'est pas ressorti, qui ressort habituellement plus vite et plus fort,
c'est qu'on a l'habitude de pas être d'accord, Valérie et moi. C'est aussi une richesse importante parce qu'elle va pas aménager ses séances individuelles comme moi, on va pas avoir les mêmes outils, pas au même moment, pas les mêmes regards. Puis en atelier, on va ne pas être d'accord pour offrir justement des informations différentes aux enfants. Parce que si on est d'accord, en fait, forcément, ils vont faire comme nous et ils vont penser que on doit penser comme l'adulte. Mais si on n'est pas d'accord, eh ben, ils devront se positionner. Puis ça montre aussi, voilà, ça montre des fois que l'adulte ne sait pas, que l'adulte... Et qu'on a le droit de penser différemment. Une fois, on s'était pris la tête, on s'était pris la tête... Sur un capuchon-bouchon. Capuchon-bouchon, en fait, il y a un jeu qui s'appelle Accessoire, on a dit qu'on n'expliquait pas de jeu, mais en fait, on donne un objet à l'enfant, puis lui doit mimer quelque chose, mais cet objet doit être tout sauf ce qu'il est. Par exemple, là, ça pourrait être un chapeau, pour le premier qui trouve prend la place. Puis on avait pris un bouchon. Toi, tu dis capuchon? Capuchon. Puis moi, je dis bouchon. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça fait un grand débat avec est-ce que c'est un capuchon-bouchon? Est-ce que c'est des trucs... Il faut jouer de ces choses-là parce que ça arrive tout le temps dans la vie. Mais typiquement, pour les enfants autistes qui manquent de flexibilité, ça peut leur coûter une amitié, un capuchon-bouchon. Si c'est un bouchon, c'est pas un capuchon. Donc, amusez-vous de vos polarités, de vos différences, de vos outils, de votre regard. Voilà. Il y avait une question, est-ce qu'on fait des groupes? Attends, moi je voulais juste, excuse-moi Valérie, je te coupe. Je voulais juste revenir moi sur les séances individuelles ou pas. Je me permets parce que du coup moi j'ai la chance de participer à chaque fois aux formations, j'ai la chance de choisir aussi les formateurs et puis les choses que je trouve particulièrement intéressantes. Et pour aller plus loin dans cette question, effectivement, du coup ça va pas être un groupe, mais en fait moi tout ce que j'ai appris en formation avec toi, enfin et donc par rapport à votre méthode, en fait c'est quand même des choses que je réutilise quotidiennement dans ma pratique. C'est ça que je trouve intéressant. Ça veut dire que même si je suis pas sur un groupe d'habilité sociale, enfin tout le temps quoi, mais en fait dans mon interaction avec les enfants, c'est tout ce que j'ai appris dans cette formation que je peux réutiliser en individuel, même si c'est pas un groupe et même si en fait, parce que l'habilité sociale, elle se travaillait en groupe, mais elle se travaille aussi en permanence dans notre attitude avec l'enfant et dans la façon dont on se comporte avec lui, même quand on est en individuel. Je sais pas si je suis très claire. Moi, ça me fait penser, c'est que au début où j'ai commencé l'impro, il y a peut-être 15 ans, il y a une des règles d'impro, c'est oui et en plus. On refuse donc du coup savoir dire non, c'est une compétence, mais du coup on l'utilise peu. C'est que si Aurélie, tu me proposes quelque chose, je dis ouais, je suis d'accord, mais en plus on va faire ça. Puis ça, dans l'attitude, c'est dans le lien à l'autre, dans le lien avec un enfant, si on veut lui faire descendre la rampe, puis que lui, il veut monter aux escaliers, on va pas lui dire non, on va lui dire ouais, tu peux faire ça, on va aussi faire ça, on va faire un parcours et je vais faire avec toi. Du coup, c'est vrai que ça change le fait d'être à deux, de jouer nos seuls objets en fait en groupe. C'est notre corps, notre voix, notre idée, notre imaginaire. Il n'y a aucun jeu. On n'utilise rien. C'est vraiment nous avec qui on est. Puis ça, je trouve que ça aiguise aussi pour l'individuel. Tout à fait. Et donc, vas-y, je te laisse passer. Alors, il y avait une question sur le coût des séances. Alors, sachant que là, je pense qu'il y a beaucoup de Français, on n'est pas du tout sur les mêmes coûts, d'accord? On parle pas sur le même niveau de vie en Suisse et en France. On parle pas sur, voilà, donc c'est pas tellement le prix. Mais est-ce que pour vous, ça correspond au prix d'une séance classique de rééducation? Est-ce que c'est le même coût? En fait, l'individuel, c'est temps. Et puis, s'il y a 2 enfants, chaque enfant paye la moitié de ce temps. Donc, c'est plus ou moins la même chose qu'un individuel. Mais il y a un peu plus de séances, de temps de préparation. Ouais, vous faites pas le prix d'une séance habituelle divisé par 5, quoi, quand même. Si. Pour un groupe, ouais. Ça arrive jamais parce qu'on est 2 thérapeutes et il y a 4 enfants.
Donc, Oui, voilà, c'est. ça arrive pas. Mm. Et du coup, est-ce que vous faites des groupes avec des enfants, avec d'autres enfants non, enfin, qui n'ont pas d'autisme? Oui, on fait des groupes, on appelle ça des groupes mixtes. Puis, en fait, dans ces groupes mixtes, il y a des enfants qui ont des troubles anxieux. Il y a aussi des enfants HPI. Moi, j'ai fait un groupe avec Louise d'enfants de fratrie. Euh, pour, là, on est filmé, j'allais dire un truc, je me retiens. Pour qu'ils aient de la place, puis qu'ils aient le droit de dire qu'ils aiment leurs frères et sœurs, mais que des fois, ça leur mange un bout de leur vie. Parce que des fois, ça arrive souvent. Et puis, ils sont hyper contents de pouvoir dire, de pouvoir un petit peu dégommer. Puis, c'est des choses qui restent ici, qu'on ne dit pas, sauf si l'enfant il est d'accord qu'on dise. Mais c'est aussi l'outil, c'est aussi le théâtre, c'est aussi des jeux de rôle, c'est aussi travailler avec qui on est. Et puis du coup, on avait aussi fait avec les dames, adultes. Après, on a aussi fait des groupes sur l'extérieur. Moi, j'interviens en classe. Il y a plusieurs enfants qui ont fait des groupes chez nous où c'était trop pour eux. Et puis du coup, je vais dans leur classe, je kidnappe toute la classe et puis on fait des ateliers comme on ferait ici, à peu près avec les mêmes exercices. Et puis c'est hyper enrichissant. Et parfois, l'enfant qu'on suit, c'est pas l'enfant qui pose le plus de problèmes dans la classe. Mais du coup, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus globale. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je rappelle, en attendant, du coup, si ça vous a intéressé, c'est toute la richesse de la formation. On en met une en place là au mois de juin. Je sais plus, c'est 16-17 juin. Enfin, vous avez les dates forcément sur le site. C'est à Lyon cette année. Et comment vous demandez le financement Alors, ouais, alors, vous pouvez répondre, mais le principe, c'est que en Suisse, vous avez une partie qui est prise en charge, je pense. Ouais, c'est les assurances sociales et maladies qui payent l'ergothérapie. Donc, on ne facture pas aux parents, on facture aux assurances. Ouais. C'est toute la différence avec nous, Morgane, pour répondre à ta question. Donc, mais du coup, effectivement, moi, je l'ai fait, mais oui, moi, je diminue un petit peu le prix des séances. Je divise pas par deux, mais on n'est pas du tout non plus, une fois de plus, du tout sur les mêmes tarifs et barèmes entre la Suisse et la France. Donc, c'est difficile de comparer quand on parle de prix entre la Suisse et la France. Mais du coup, moi, je garde sensiblement, je diminue un petit peu mon prix de séance par rapport à un tarif habituel, quoi. Je divise pas par le nombre d'enfants, quoi. Parce que nous, on arriverait à 3 fois rien, quoi, si tu veux. Donc voilà. Il y a une question par rapport au livre. En fait, on a fait une première version papier qui a été éditée chez Debuck, qui est épuisée. Du coup, il y a la version PDF. Mais franchement, la version PDF, c'est beaucoup mieux. Parce que on peut aller dans moteur de recherche, on tape, on veut faire un atelier sur, j'en sais rien, l'empathie. On tape empathie et il y a tous les exercices qui sortent pour les séances individuelles, pour les séances de groupe. Donc, chouette, ça donne envie, super. Que des bons retours a priori. Donc je disais, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc l'intérêt de la formation, c'est vraiment ça, c'est qu'on met vraiment en place des séances et tout ça. Alors c'est Valérie qui intervient pour l'instant, ou cette année en tous les cas, sur les formations et voilà, c'est vraiment de pouvoir expérimenter tout ça et de mettre en place toutes les choses que vous avez dans le livre. Et une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas encore vu, mais dans le livre, vous avez, moi, je connais pas de méthode en ergo ou même dans d'autres domaines qui soit aussi complète et et dont le livre transmet autant d'informations. Enfin, je dirais pas que c'est du clé en main, mais pas loin, quoi, quand même. Il y a vraiment tout, quoi. On fait vraiment tout ce qui est vu, tout ce qui est
voilà, vous faites votre groupe de A à Z, vous avez tous les documents pour le faire, quoi. Je pense que, ouais, hein. Après, on invite aussi beaucoup les gens à... Il y a beaucoup d'exercices Mm. en lien avec les thématiques d'atelier, mais on invite aussi les gens à inventer, parce que c'est vrai qu'en Oui. fonction du groupe ou de la thématique, j'ai l'impression que nous, on invente chaque fois. On invente tout le temps, pratiquement à chaque groupe, on invente soit un nouvel exercice de groupe, soit un nouvel exercice à faire à la maison. Puis en fait, c'est pas difficile. C'est juste se mettre dedans. C'est comme tu disais Aurélie avant, c'est la formation ou la manière d'être en couple, c'est une manière de toujours créer, puis ça vient avec l'exercice. C'est oser, et puis vos exercices, ils seront super, avec qui vous êtes, avec votre culture, votre personnalité. Dans les formations, ce que j'aime, ce qu'on aime, c'est donner cette impulsivité et donner le rythme. Ouais. Comment donner une consigne, comment encourager pendant, comment terminer, comment changer de positionnement, ce genre de choses-là. Ouais. Vous allez apprendre. C'est une sorte de fluidité, d'envie, de rythme, de souffle et puis de changement de lead. Quand Valérie lead, je suis participante, je vais jouer pour de vrai, puis quand moi je lead, elle va être participante. Du coup, ça demande beaucoup d'être à l'écoute, de se connaître, d'être d'accord, de pas être d'accord. Voilà. Est-ce qu'il reste, allez, une dernière question s'il y en a une? Donc, il y a beaucoup de merci, hein, bien sûr. Merci, c'était très intéressant. Merci, ça nous donne envie de faire la formation. Merci pour cette présentation. Un grand merci. Merci. Et donc du coup, on arrive au bout. En tous les cas, c'était une formation, une présentation qui était très riche, super bien expliquée et tout ça. Enfin, c'était vraiment un vrai plaisir de vous voir toutes les deux parce que moi, je connais plus Valérie pour le coup. Et du coup, c'était voilà vraiment très très complet. J'espère qu'a priori, ça a l'air d'être le cas. Effectivement, donc Valérie et Mélissa qui sont d'accord avec votre présentation, bah ouais, pas de PowerPoint, ça permet quand même de voir les gens et puis de voir tout ce qui est exprimé. Donc effectivement, c'était vraiment super comme façon de faire. Et puis ouais, vas-y. Puis ouais, on voulait pas faire PowerPoint parce que de toute façon tout est écrit. Puis si vous voulez un petit résumé, bah, si vous allez sur notre site www.ergobule.ch, il y a aussi un petit rappel du cadre, ça donne des points de repère. Ouais. Il y a votre lien qui est mis en fait sur les webinaires. Là, j'ai mis votre lien pour la présentation. Donc, du coup, ça renvoie directement sur le site de Valérie Mélanie. Donc voilà. Et puis, et ben, en tout cas, moi, je vais vous remercier. Enfin, tout le monde a l'air satisfait d'avoir grandement apprécié. Moi, je suis très, très contente que ça ait plu parce que je trouve vraiment que c'est une méthode qui est indispensable et enfin, dès lors qu'on veut travailler avec les enfants avec autisme. Et je pense réellement que ça apporte un plus par rapport à ce qu'on peut voir, notamment dans les institutions, sur la façon dont c'est fait et tout ça. Je trouve que voilà, c'est un vrai gros plus et un vrai gros intérêt qu'il y ait des ergots qui s'intéressent aux habiletés sociales et de pas laisser ça que aux autres. Voilà, c'est une vision différente des choses. Voilà. Moi, j'ai juste une question, Aurélie. Toi, t'appliques et puis t'as pas forcément une formation de théâtre et puis c'est quelque chose auquel c'est exactement ça. Tout à fait. Moi, le principe, c'est vraiment. Donc, j'ai été vite dans le bain avec Valérie lors de la première formation. Il a fallu que je m'adapte très 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 vite et du coup, je l'applique effectivement, mais sans avoir aucune formation en théâtre, quoi. J'ai jamais fait, enfin, par une ou deux fois, enfin comme tout le monde à l'école, quoi. Mais voilà, non, j'ai jamais fait de théâtre et enfin. Ouais, ça m'a jamais posé de problème en fait. Mais pour en avoir rediscuté, j'en ai rediscuté là. J'étais en déplacement à Berck là il y a pas longtemps et en avoir rediscuté avec des gens qui avaient participé à la dernière formation, de dire qu'effectivement qu'ils se seraient jamais cru capables en fait de entre guillemets se mettre en scène comme ça et qui sont enfin pris dans le jeu quoi, pris dans le truc, se sont en fait complètement lâchés
Et voilà quoi. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est de se rendre Ça compte que peut- finalement on dépasse notre truc et puis on y arrive quoi. Ça peut retenir, mais en même temps, c'est libérateur. Je Mm. trouve, on a vu ça chez plein de participants. Mais oui, parce que maintenant, on a quand même formé pas mal de gens. Ouais. Et puis, il y en avait très très peu qui avaient une formation théâtrale ou une formation de clown. Ouais. 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 Donc oui, c'est possible. C'est accessible. Ouais. Merci beaucoup pour la confiance et pour l'invitation, Oui. pour votre écoute et pour les merci. Eh ben moi, je vous remercie de vous être rendu disponible. Merci à tous les participants d'être venus. On était un peu plus de 30 au départ. Après, bah, il y a forcément des gens qui partent parce que ils doivent faire manger les enfants, des choses comme ça, quoi. Mais voilà, c'était vraiment super. Merci à tous. Et puis bah, je vous dis à dans un mois pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Faites des groupes. Faites des groupes.